Élu député libéral dans l'Acadie en 89, Yvan Bordelot a connu une longue carrière de 18 ans comme député, tant au gouvernement qu'à l'opposition. Il a apporté une vaste expérience en gestion des organisations. Yvan Bordelot s'est montré particulièrement mordant dans l'opposition. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bordelot. Bonjour, M. Morin. M. Bordelot, vous avez commencé en politique active à 47 ans, ce qui est quand même un âge respectable pour commencer en politique. Est-ce que ça veut dire que ça ne vous intéressait pas avant? Non, pas du tout. Ce qui est arrivé d'abord, avant de venir en politique, j'ai fait une carrière à l'Université de Montréal, mais j'ai toujours été intéressé à la politique. Et ça vient de loin. Disons, dans le contexte des années 50, au fond, moi, je suis originaire d'Abitibi et mes parents avaient différents commerces. Mon père était organisateur pour le Parti libéral. Et en 1956, c'est là que je me souviens peut-être plus là, des premières implications. C'est durant le temps du régime de Duplessis. Et à 1956, dans le comté d'Abitibi-Ouest, il y avait un député de l'Union nationale qui avait été là depuis, je pense, une quinzaine d'années. Et le candidat du Parti libéral était Alcide Courcy. Et mon père était son organisateur. Alors, et moi, à ce moment-là, j'étais aux études à Montréal. Alors, durant l'été, on s'est impliqué un peu dans l'organisation, parce que c'était mon père qui était l'organisateur. Et je me souviens, à ce moment-là, qu'on avait un groupe de jeunes. Ça n'existait pas des commissions jeunesse là, dans ce temps-là, mais on voulait attirer des jeunes pour aider. Et on avait fait imprimer des cartes, espèces de cartes de membres qu'on donnait aux jeunes pour les emmener à venir aider durant la campagne. Et ce qui est arrivé en 1956, effectivement, Alcide Courcy a été élu député d'Abitibi-Ouest. Et à ce moment-là, il était dans l'opposition. Alors, ça a été un premier souvenir. D'autres souvenirs qui me viennent avant aussi, c'est... Ma mère était originaire de Saint-Marc-des-Carrières, ici dans le comté de Portneuf. Alors, durant mes étés, je venais souvent passer une partie de mes vacances chez mes grands-parents. Et je me souviens très bien, à un moment donné, que mon oncle m'avait amené. On avait passé dans une grange, en face d'une grange. Et puis, c'était durant la campagne. Puis là, la grange était pleine au toit de caisses de bière. Et là, on prenait 2 caisses, on mettait ça dans la valise de l'auto, puis les gens repartaient. Alors, ça faisait partie de la promotion du candidat à ce moment-là. Alors, c'est un peu un souvenir que j'ai aussi. Puis après l'élection de 1956... C'était folklorique un peu. Oui, c'était assez folklorique. On parle des frigidaires, de toutes ces choses-là, là, Oui. Mais c'était à l'époque. Et ma mère était, durant les campagnes de 1956 et de 1960, s'occupait beaucoup des femmes libérales pour animer un peu tout ce groupe-là. Mais à l'époque, les femmes étaient un peu timides encore pour aller voter. Oui, mais c'était ça. C'était un peu d'animer les femmes, des emmener, disons, à s'intéresser à la politique et d'aller voter la journée des élections. Alors, elle avait fait un bon travail à ce niveau-là et M. Lesage était venu et il avait vu à ce moment-là un peu le genre de travail qu'elle avait fait dans le comté. Et lui avait offert par la suite de s'occuper au niveau provincial, d'organiser les femmes libérales un peu. Et évidemment, à ce moment-là, ma mère elle était responsable du magasin. Et on était 7 enfants à la maison, donc elle a dû décliner l'invitation. Et alors ça, c'est un peu, si on veut, le background au niveau familial, au niveau politique. Puis effectivement, après cette période-là,
Bien, quand j'ai terminé, moi, j'étais à l'université et en 70, je me suis impliqué aussi dans le comté de Fabre. C'était la première fois que je m'impliquais dans l'organisation de la campagne électorale. À ce moment-là, c'était dans le comté de Fabre, il y avait le candidat Géloud qui est là. Alors, j'étais responsable d'un secteur pour la campagne. Je demeurais à Laval à ce moment-là. Et en 70, ça correspond à peu près au moment où j'ai terminé, moi, mes études à l'Université de Montréal dans le domaine de la psychologie industrielle, qu'on appelait dans le temps, ou organisationnelle. Et puis 70, c'est l'année où je suis déménagé dans le comté de l'Acadie, où j'ai été élu éventuellement député. Vous êtes présenté candidat libéral en 89. Par quelles circonstances vous êtes arrivé là? Est-ce qu'on vous a sollicité? Comment c'est venu tout ça? Oui. Bien, en 76, Mme Lavoie-Roux se présente dans le comté de l'Acadie. Et peut-être juste faire un petit historique du comté, parce que c'est quand même un comté qui est relativement récent. À Montréal, dans la partie nord-centre de Montréal, au nord du métropolitain, il y avait le comté de Saint-Laurent et il y avait le comté d'Ahuntsic. Alors, ça, je parle des deux comtés là, qui étaient voisins. Et en 72, il y a une réforme de la carte électorale et on décide de créer le comté de l'Acadie. Alors, on prend une partie du comté de Saint-Laurent, une partie du comté d'Ahuntsic, et on fait le comté de l'Acadie, qui est de part et d'autre, au fond du boulevard l'Acadie, bien connu à Montréal. Alors, en 76, moi, personnellement, on sait que c'est la victoire du Parti québécois. Moi, ça m'a interpellé beaucoup, ça, cet état de situation-là. Bon, parce que ce n'était pas ma façon de voir les choses. C'est un gouvernement qui a été élu démocratiquement. C'est une option que les gens ont le droit de défendre, mais ce n'était pas celle que moi je préférais. Et je me suis dit, bon, mais si je ne suis pas satisfait, c'est à moi de m'impliquer. Alors, effectivement, je reprends ma carte de membre. Je l'avais eue quand j'étais dans le comté de Fabre. Alors, je reprends ma carte de membre, mais rapidement, bon, je deviens membre de l'exécutif et président de l'association du comté durant plusieurs années. Ensuite, organisateur de campagne électorale pour Mme Lavoie-Roux. Alors, en fait, je collabore avec Mme Lavoie-Roux de 1976 à 1989. Et en 1989, Mme Lavoie-Roux décide de se retirer. Et c'est à ce moment-là que je deviens candidat. Mais un autre facteur aussi qui m'a amené à la politique et qui m'interpellait aussi depuis le début des années, en fait, de 1975 à 89, là, si on veut, c'est toute la question du nationalisme. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à accepter que, puis on l'a vu, en tout cas, c'est mon interprétation à moi, là, que le nationalisme a été identifié à un moment donné au Parti québécois. Et pour moi, c'est inacceptable. Encore là, c'est ma vision à moi, mais quand on regarde l'évolution du Québec depuis le début de la Révolution tranquille, on ne peut pas dire que le Québec n'a pas évolué. Il a évolué énormément. Rappelons-nous, là, 1960, le Québec a évolué. Puis on a évolué dans quel système? On a évolué dans un système fédéraliste avec ses points forts, ses points faibles, ses réalités, disons, plus ou moins contraignantes. Mais on a réussi à se développer, de cette façon-là. Alors, cette conception-là du nationalisme, moi, m'amenait aussi à ce moment-là, peut-être en 89, à dire, bien, je pense que je vais aller là-dedans, puis je ferai ma part à moi. On ne peut pas juste s'asseoir puis critiquer, puis dire, je ne suis pas d'accord, ou c'est ci, ou c'est ça. Alors, et je trouvais qu'il y avait une tangente qui se prenait qui n'était pas souhaitable, de diviser la société québécoise entre deux options, en laissant croire qu'une des deux options, c'était des gens qui étaient nationalistes, et l'autre option, c'était des gens qui n'étaient pas pour le Québec, qui n'étaient pas nationalistes. Alors qu'on l'a toujours été, tous les gouvernements l'ont été. Alors,
Mais en 89, pour revenir à 89, à votre investiture, vous n'étiez pas seul sur les rangs et même la haute direction du parti avait déjà en vue quelqu'un d'autre. Oui. Alors, c'est ça. Mme Lavoie-Roux, quand elle décide au mois d'août de ne pas se présenter, moi, j'étais à l'extérieur à ce moment-là. Elle m'appelle, me dire, bon, mais écoute, je veux juste t'annoncer. J'avais accepté, moi, quelques mois avant, de m'occuper de l'organisation encore pour la campagne. Alors, elle m'appelle, elle dit, bien, je veux juste t'informer que j'ai décidé que je ne me représenterai pas et je vais en informer l'exécutif ce soir. J'ai convoqué une réunion, puis ce soir, je les informe. Alors, bon, moi, j'ai dit, bon, bien, je suis, mon engagement comme organisateur se termine là. On verra ce qui va se passer. Et le lendemain, je reçois un appel de gens que j'avais connus. Ils ont dit, bien, il y a des gens qui ont mentionné, au fond, que possiblement que tu pourrais être intéressé. Bien, j'ai dit, ça n'avait jamais fait partie de mon plan de carrière, là, dire un jour je serai député. Mais bien, j'ai dit, écoutez, je vais retourner à Montréal, puis je vais regarder ça. Je vais vous rencontrer. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une semaine, puis je fais tout le tour de tous les anciens membres de l'exécutif, de tous les gens qui avaient fait de l'organisation politique, puis le Parti libéral dans le comté. Et toutes ces personnes-là me disent, bien, si tu décides d'y aller, on va t'appuyer. Là, on n'avait pas entendu parler d'autres candidats là, à ce moment-là. Il n'y avait pas d'autres candidats dans le décor. Alors, bien, voyant ça, mais que tout le monde, au fond, dise, on va t'appuyer. Et puis j'avais toujours en tête aussi que si je décidais d'y aller, puis que j'avais l'appui de tout le monde, à peu près, qui avait été un peu dans le pourtour de la politique libérale dans le comté, bien que s'il y avait un autre candidat qui se décidait, il y aurait de la misère à se trouver de l'organisation. Et votre autre candidat, enfin, à l'investiture, comment c'est arrivé? Bon, alors moi, je pars à ce moment-là, après cette semaine-là, je m'en vais au parti, puis je rencontre le directeur général du parti, puis je lui dis, bon, écoute, j'ai l'intention de me présenter dans le comté de l'Acadie. Alors là, je sens une espèce de malaise. On ne me parle pas trop, mais on ne me dit pas, oui, vas-y, tout ça. Alors, je m'aperçois rapidement après, parce que là, les contacts sont faits rapidement au niveau de l'organisateur, que lui avait déjà fait des démarches avant même que Mme Lavoie-Roux, au cas où elle partirait, ou peut-être que les autres avaient d'autres indices, mais qu'elle avait fait d'autres démarches auprès de d'autres personnes. Et qu'il y avait une personne qui était intéressée. Et à ce moment-là, eux autres, c'était dans leur esprit le candidat qui prendrait le comté de l'Acadie. Alors là, ça commence toutes sortes de façons, détourner. Puis là, on essaye à un moment donné de me convaincre de laisser tomber. Je dis non, moi, je ne laisse pas tomber. Moi, je n'avais rien à perdre. Au fond, je n'étais pas élu, je me retournais à l'Université de Montréal. Je n'étais pas choisi, je m'en allais à l'Université de Montréal, mais j'ai dit, c'est pas vrai qu'on va me mettre sur le côté, alors que moi, j'ai un intérêt actuellement pour y aller. Alors, et là, j'ai des appels de l'organisateur, j'ai des appels de d'autres personnes du parti qui me disent, oui, mais pense-y comme il faut, c'est embêtant. Puis là, tu ne sais plus trop qui est responsable là, de la situation. C'est-tu l'organisation? C'est-tu M. Bourassa? C'est qui veut avoir cette autre personne-là? Alors, ben moi, j'ai dit, je m'enligne pour une convention. Alors, je prends contact avec tous les militants. Je les informe que je suis candidat. Et puis, j'avance régulièrement, toutes les choses. Et puis, je m'organise pour avoir mes gens, les membres que je connaissais, je les contacte un par un pour qu'ils viennent à l'Assemblée de mise en candidature. Alors, moi, j'organise tout ça. Puis là, les gens commencent l'organisation commence à appeler des gens de mon exécutif, les rencontrer. Et puis, ça n'a pas de bon sens. Convainquez-le de se retirer. Il faut que. Alors, tout le monde dit ben non, nous autres, on trouve que c'est un bon candidat, puis qu'il représentera bien le comté, puis tout ça. Alors, après ça, là, à un moment donné, l'organisation demande une réunion de l'exécutif.
Évidemment, on ne m'en informe pas à ce moment-là. Et là, on amène leur candidat pour dire qu'on vient vous présenter votre prochain candidat. C'était qui, au fait? Bien, j'aime mieux pas nommer les personnes, mais c'est une personne qui était dans le milieu universitaire, qui était bien connue à Montréal. Alors, on avance dans les semaines et à un moment donné, je reçois un appel que M. Bourassa voulait me rencontrer. Alors, je m'en vais à l'Hydro-Québec, à ce moment-là, où était le bureau. Et M. Bourassa me reçoit. Puis, fait qu'on passe une heure ensemble. Puis là, il m'explique que, bon, il y a eu des démarches de fait auprès de cette personne-là, qui se montre intéressée, puis tout ça. Puis j'ai dit, écoutez, moi aussi, je suis intéressé. Puis j'ai dit, ça fait des années que je suis dans le parti. Et je pense que je peux faire un meilleur candidat, aussi bon que lui peut être. Et je suis intéressé par ce travail-là, et ça m'intéresse. Et la preuve, c'est que j'ai été impliqué durant plusieurs années. Alors, ça reste comme ça, mais il me dit jamais non, ou il ne me laisse pas entendre. Fait que, et à la suite de la réunion, bon, on se lève, on se salue, et je viens pour partir, puis lui me dit, il dit là, je dois rencontrer ton exécutif. Il dit, ils sont dans la salle à côté. Alors, il dit, peut-être là, bon, j'ai dit, en tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu, tout ça. Non, il dit, viens avec moi. J'ai trouvé ça curieux. J'ai dit, s'il me dit d'aller avec lui, ça sera bien plus facile pour lui de parler à l'exécutif, puis de dire à l'exécutif, ça ne marche pas, là, ça va être un autre candidat. Mais non, il m'amène avec lui. Alors, c'est bizarre. Puis là, on se retrouve là, l'exécutif, M. Bourassa, l'organisateur qui avait fait toutes les démarches antérieures. Et à ce moment-là, M. Bourassa parle, vaguement, là, de la candidature, d'autres candidatures. Et puis, les gens, M. Bourassa, dit, écoutez, M. Bourassa, on n'a rien contre le candidat en question, mais on ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu militer au parti. Puis nous, notre candidat, c'est Yvan Bordelot. Alors, ça reste comme ça. Les gens revirent de bord, s'en vont, puis l'organisateur repart, puis moi, je repars. Moi, je continue pour la mise en candidature. Alors, la journée, là, la date est fixée, la journée de la mise en candidature, on ne sait pas ce qui va se passer, là. Le soir, y a-t-il 2 candidats? Est-ce qu'il y a une façon pour eux autres de m'exclure? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais là, c'était à l'Assemblée d'investiture. D'investiture, mais là, on est rendu la journée même, là. Alors, je reçois un appel, à un moment donné, dans l'après-midi. On me dit, quelqu'un de l'organisation me dit, malheureusement, une mauvaise nouvelle pour toi, ce soir, ça ne sera pas toi. Oui, j'ai dit, on va voir. J'ai dit, moi, je serai là ce soir, puis je vais là parce qu'il y a une convention. Puis je vais être dans la salle à soir, puis j'y vais pour être le candidat officiel. Je ferme le téléphone. 1 heure après, 1 heure et demie après, je reçois un autre appel de l'organisation, d'une autre personne. Et là, on me dit, là, le candidat s'est retiré. Et puis, de fait, à ce moment-là, tu es le seul candidat à soir qui va être là. Je n'avais jamais signé le bulletin de mise en candidature parce qu'on n'avait jamais voulu me le donner. Alors, je l'ai fait sur place le soir. Et puis, j'ai été désigné candidat officiel. J'ai été 18 ans député du comté de l'Acadie. Une fois confirmé candidat, là, la campagne devait être facile parce que le comté de l'Acadie, c'était réputé être un comté libéral. Oui. Là, effectivement, la campagne commence. Et moi, je fais une campagne comme on doit la faire, c'est-à-dire je fais du porte-à-porte. En fait, c'est pas le comté. Oui, Mme Lavoie-Roux avait été élue. Avant, une fois, M. François Cloutier, Mme Lavoie-Roux, durant 3 élections. Et le comté, c'est un comté qui est comté parti Saint-Laurent, c'est plus, c'est libéral. Le comté de Saint-Laurent a toujours été un comté libéral aussi. Alors, la partie Saint-Laurent du comté de l'Acadie, c'est assez libéral. Du côté Ahuntsic, ça varie. Parce qu'anciennement, le comté d'Ahuntsic a oscillé entre les libéraux, le Parti québécois. Alors, j'ai fait ma campagne de porte-à-porte, des activités, en fait, tout ce qu'on peut faire là, pour essayer d'aller chercher des bons résultats. Et j'ai obtenu à ce moment-là
11 000 de majorité première élection. Mais là, vous succédiez à Mme Lavoie-Roux, qui était une personnalité très connue, qui avait fait quand même fait un bon mandat, 3 mandats comme député. C'était des chaussures quand même assez grandes pour lui succéder. Oui. Oui, mais j'avais... Les attentes devaient être grandes à votre endroit aussi. Oui, mais d'abord, j'avais une bonne connaissance du comté. Je savais les problématiques du comté aussi, parce que, étant collaborateur avec Mme Lavoie-Roux au niveau du comté, comme organisateur ou comme président d'association. Alors, puis j'avais fait ça de 1976 à 89, là, durant 13 ans. Alors, je connaissais à peu près, je connaissais tout le monde, au fond, qui était dans les groupes communautaires, les différents groupes culturels, et aussi la population, plus au niveau libéral comme tel. Alors, il restait à me faire connaître plus par des gens qui n'étaient pas dans ce réseau-là, et c'est ce que j'ai fait durant la campagne. L'Acadie, c'est un comté, bon, une partie de Saint-Laurent, une partie d'Antique, mais assez cosmopolite, plusieurs communautés culturelles. Si on fait une proportion sur 100 quelle était la proportion des principales communautés? Ouais, le comté de l'Acadie, c'est durant les années où j'ai été là, moi, je ne sais pas si ça a varié au cours des dernières années, mais le dernier rapport que j'ai vu, puis c'était ça en 89 aussi, c'est un comté qui a, disons, à peu près 55 de gens qu'on dit de langue non officielle. Alors, de langue maternelle non officielle, c'est-à-dire pas anglais ni français. Les communautés culturelles du comté de l'Acadie, c'est les Moyen-Orientaux, si on veut, le Liban surtout, mais il y a d'autres, il y en a d'Égypte et tout ça, c'est pour ça que je dis les Moyen-Orientaux. Ensuite, les Arméniens, les Italiens, puis les Grecs. Alors, ça a été, c'est à peu près la constitution du parti. Est-ce que vous avez dû apprendre des langues pour mieux communiquer avec eux, puis pour obtenir leur appui? Oui, pas vraiment. Peut-être quelques mots, là, mettons, de politesse, là, quand on va dans les activités comme telles, mais les Libanais, les Arméniens, les Italiens parlent français. Les Grecs parlent peut-être un peu plus l'anglais que le français. Alors, on pouvait se débrouiller en anglais et en français parfaitement. Ces communautés culturelles-là, est-ce qu'ils s'intéressaient vraiment à la politique québécoise ou s'ils voulaient s'en détacher? Bien, disons que ces gens-là s'intéressaient à la politique québécoise d'abord, étant donné leur réalité vécue à eux, là. Alors, c'est des gens qui avaient connu l'immigration, qui avaient connu l'intégration dans une nouvelle société. C'est des gens qui avaient des enfants et qui voulaient que leurs enfants, souvent, réussissent mieux. Ou, en tout cas, beaucoup d'immigrants sont venus ici pour leurs enfants, à cause qu'ils voyaient un meilleur avenir ici. Donc, tout ce qui était les questions des minorités, évidemment, c'est des gens qui étaient sensibles à ça. La protection de leurs droits, la discrimination. Quand il y avait des manifestations de discrimination, bien, ils sont sensibles à ça parce qu'ils les vivent souvent. Alors, c'était leur réalité. Puis l'autre réalité aussi, c'est qu'ils sont venus ici, eux autres, ils sont venus au Canada. Ils sont venus s'établir au Québec. S'ils parlent français, bien, c'est parce que souvent, ils parlaient français avant. Et c'était le genre de société auquel ils voulaient adhérer. Alors, ils sont venus s'établir au Québec. Mais leur pays, le pays qui les a accueillis, c'est le Canada. Alors, quand on arrivait dans des problématiques qui impliquaient là, toute la question de la séparation ou non, ou des difficultés qu'on pouvait avoir avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial versus le fédéral, bien, c'est des choses qui les insécurisaient. Alors ça il venait m'en parler beaucoup. Comme député, avez-vous eu souvent à régler des problèmes, soit d'immigration, d'intégration, d'adaptation difficile? Oui, bien, les choses qui revenaient souvent, puis là, on parle dans le domaine de l'immigration, il ne faut pas oublier que c'est une juridiction partagée avec le fédéral, donc il y a des fois que ça relevait du fédéral, des fois ça relevait du provincial, mais on travaillait en collaboration avec
mais vis-à-vis là, du côté fédéral, quand c'était de ce niveau-là. Mais ce qui arrivait souvent, c'était toute la question des réunifications familiales. Ça, c'est beaucoup de personnes venaient pour ça. Bon, là, on est venu s'établir, on est prêt à parrainer, on voudrait que telle personne s'en vienne. Et là, ben, il y avait toutes sortes de critères auxquels ils devaient répondre. Et de sécurité financière aussi, parce qu'ils devaient accueillir ces gens-là, puis les supporter durant un certain nombre d'années, financièrement, si le besoin en était. Alors, c'était des choses qui venaient. Ensuite, l'emploi. Moi, je dirais que les immigrants, en général, là, l'emploi, ils se le trouvent. Puis il y a des communautés qui s'occupent de prendre en charge, puis qui les aident à s'intégrer jusqu'à temps qu'ils puissent trouver un emploi. Puis dans ce sens-là, j'ai un exemple qui est typique, là, une épicerie à Montréal ethnique là, qui est très, très populaire là, dans le comté, qui est une épicerie moyenne-orientale. Et les propriétaires, eux autres, ils considèrent leur devoir, quand quelqu'un arrive qui n'est pas capable de se trouver du travail, peut-être parce qu'il n'y a pas la langue ou tout ça, ils l'engagent pour placer les fruits, les légumes, tout ça, jusqu'à temps qu'ils soient prêts à partir et à se trouver quelque chose. Alors, ils les prennent en charge. L'autre problème, c'est d'entrer dans des métiers ou dans des professions, là, je pense aux ordres professionnels ou aux corporations ou associations reliées à des métiers, où là, on sent, bon, évidemment, on a toujours observé un corporatisme là, assez serré, qui fait les gens arrivent ici, là, il vous manquerait telle chose. Là, ça, vous ne pouvez pas, là, mais il faudrait que vous fassiez ici, il faudrait que vous fassiez ça, puis là, on les envoie après ça ailleurs, à gauche, pas à droite. Moi, j'ai vu des cas, là, absolument, là, je vais rencontrer un en particulier, puis c'est assez typique. Il m'arrive un jour à mon bureau, deux jeunes, je dirais dans la trentaine, de 35 à 40, un homme et une femme qui étaient des Libanais. L'homme était, dans son pays, était un cardiologue. Sa femme était gynécologue. Les deux étaient médecins. Alors, là, on y impose toutes sortes de conditions. Là, ça implique, mettons, 2, 3, une couple d'années d'études. Là, ils n'ont rien, là. Ils veulent pas, mais au bout de la ligne, ils sont obligés d'aller sur le bien-être social. Mais là, il veut s'en sortir, puis s'en sortir vite, puis il dit, nous autres, on n'est pas fiers, là, on ne veut pas que nos enfants s'aperçoivent qu'on vit sur le bien-être social, là. On est venu ici en pensant que ça serait la réussite, qu'on aurait des opportunités. Et là, on n'est pas des beaux modèles qu'on trouve pour les enfants. Alors, là, il fait ses cours, il passe tous les examens de fellow, tout ce qu'on veut. Là, après ça, il se présente à l'ordre. Là, il vous manque le stage. Puis les stages, c'est d'abord, en priorité, c'est les étudiants des facultés de médecine québécoises qui ont priorité. Après ça, il reste quelques stages après pour des médecins étrangers qui viennent s'établir. Mais il n'y a jamais accès à ces stages-là. Alors, il est toujours pris comme ça. C'est un problème qui est difficile à régler parce qu'il est toujours existant. Oui, mais en tout cas, il y a quand même eu des ouvertures là, qui sont faites. Oui. Alors, c'était ce genre de cas-là là, qui revenait. Mais à part de ça, c'est... Non, à part de ça, dans les autres cas, il y a eu pu avoir des cas mais qu'on retrouvait le revenu ou tout ça, mais c'était vrai pour les Québécois d'origine ou pour tous les électeurs, toute la population. Je vous remercie, M. Bordelot. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup.